18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. En ce 29 septembre, la famille royale et avec elle le peuple marocain célèbre l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma. L'occasion de rappeler l'œuvre de son Altesse royale, une princesse engagée pour l'amélioration de la condition des enfants à besoins spécifiques au Maroc, principalement les enfants sourds-muets. Le monde célèbre aujourd'hui la journée du cœur, journée de sensibilisation et de prévention de ces pathologies cardiovasculaires aux complications multiples. À suivre un reportage qui nous éclaire sur les facteurs de risque et l'hygiène de vie à privilégier pour éviter toute complication. Puis nous vous invitons à une virée au cœur du marché d'automne des artistes et des créateurs à Rabat. L'événement met en valeur de sublimes œuvres d'exposants venus d'horizons divers. L'idée est d'attirer le plus grand nombre d'amateurs d'objets artisanaux et d'échanger autour de la création artistique. Bonsoir, la famille royale et avec elle le peuple marocain célèbre aujourd'hui, 29 septembre, l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma. Une occasion de mettre en avant les différentes actions de son Altesse royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. Sophia Fekrout. Princesse au grand cœur. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, s'est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, en veillant en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyen à part entière. En sa qualité de présidente de la fondation Lalla Asma, son Altesse royale apporte un soutien inestimable à cette institution pionnière en matière de prise en charge de ses enfants. Depuis plusieurs décennies, la Fondation propose un enseignement spécialisé basé sur le programme des cycles primaires et secondaires de l'éducation nationale aux bénéficiaires. Ils ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission, des dispositifs qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l'isolement. Autre pilier, la formation professionnelle. Des formations en broderie, tissage, coiffure et arts plastiques sont dispensées par l'institution qui initie ses élèves à des spécialités intégrées dans les centres de la formation professionnelle relevant du secteur de l'artisanat. Le soutien immuable que son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, ne cesse de témoigner à l'égard des enfants sourds-muets est un signe de l'adhésion constante de son Altesse royale aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance. Ainsi, le 4 octobre 2023, son Altesse royale et Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, avait présidé à l'hôpital Mère et Enfants à Abidjan la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération Unis, on s'entend mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Une convention de coopération a été signée entre la fondation Lalla Asma et la fondation Children of Africa. Le 6 mars 2024, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire avaient lancé à la maternité du centre hospitalier Moulay Youssef le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, un programme à portée continentale. Le 24 juin 2024, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a présidé à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 de la fondation Lalla Asma. Avec la célébration de l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, le peuple marocain rend hommage à une princesse fortement engagée qui, par son humanisme connu et reconnu, marque à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants. Rétro de l'actualité de la semaine en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Salimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors la semaine que nous quittons a été jalonnée d'événements diplomatiques. Les dirigeants des États membres des Nations Unies étaient en conclave à New York où s'est tenue la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. C'était l'occasion pour le Maroc de déployer son action diplomatique et de rappeler les constantes de la position du Royaume sur le Sahara. Un bilan peut-être de la participation du
Maroc à cette 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU? Semaine chargée à New York, avec une diplomatie marocaine donc mobilisée sur plusieurs fronts. Maroc a été représenté par le chef du gouvernement, Ali Zakhnouch, et également par notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita. Il y a eu deux grands discours essentiellement du chef du gouvernement au nom de Sa Majesté le Roi. Le premier discours, c'est le discours traditionnel que font les chefs de gouvernement et d'État donc sur leur politique étrangère. Sur ce plan-là, le Maroc donc a fait un certain nombre de précisions pour ce qui est des axes de sa diplomatie. Vous avez fait référence à la question nationale, évidemment. Sur ce plan-là, le chef de l'exécutif a rappelé qu'il y avait des constantes, il y avait des principes qui sont des invariants, lesquels il y a un cadre de négociation sur la base de la formule des tables rondes. Il y en a eu deux déjà. Il faut réactiver ce processus avec une troisième table ronde. Il y a également la nécessité de la participation pleine et entière du pays voisin à l'Algérie, qui est l'un des 4 membres de ces tables rondes, avec donc le Maroc, la Mauritanie et les mouvements séparatistes. Le Maroc aussi insistait sur la nécessité d'obliger le mouvement séparatiste à respecter le cessez-le-feu, ce qu'il ne fait pas depuis novembre 2020. Et sur ce plan-là, il y a un rapport de la MINURSO qui est assez éclairant à ce sujet. Et puis aussi, le Maroc insistait sur le soutien au processus de mener, donc, dans le cadre de la résolution onusienne, la 2703, le 30 octobre 2013, donc, mandat confié à l'émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, le colonel Staffan de Mistura, qui pour l'instant n'a pas beaucoup de possibilités de faire avancer ce dossier. Le chef du gouvernement insistait sur la nécessité précisément de faire avancer ce dossier en prenant un certain nombre de mesures et en s'adressant à la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité le mois prochain, qui va inscrire de nouveau la question nationale à son ordre du jour, pour prendre un certain nombre de mesures pour sortir de cette situation de statu quo qui n'est plus tenable et qui est problématique pour la région. Nous retenons, professeur, dans ce même contexte, la position du Danemark qui rejoint le concert des nations à soutenir le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Le Danemark sort de la zone grise et fait bouger les lignes en Scandinavie. Quelle analyse faites-vous du contexte de cette reconnaissance ainsi que du fond et de la forme de cet appui? Je voudrais ajouter, si vous le permettez, j'ai parlé d'un premier discours chef du gouvernement et un deuxième discours sur le sommet qui est le pacte pour l'avenir, où le Maroc a un certain nombre de propositions. Il s'agit de quoi? Il s'agit de consolider une politique multilatérale pour ce qui est des rapports entre les pays et d'accorder à l'Afrique un certain nombre d'éléments légitimes qui font partie de ces revendications, la réforme du système international, la réforme de la composition du Conseil de sécurité où l'Afrique réclame une meilleure représentation et d'autres mesures. Alors, sur la question nationale, évidemment, il y a les grands discours, les deux grands discours du chef du gouvernement, mais il y a le travail d'accompagnement qui est fait par notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita. Je vais vous donner rapidement ce qu'a fait notre ministre des Affaires étrangères, pour vous dire que l'ordre du jour est chargé. Il a vu les ministres des Affaires étrangères de Saint-Christophe et Niévès, de Croatie, du Mali. Il a vu le représentant de l'Union européenne pour les relations internationales, Josep Borrell, l'espagnol Josep Borrell. Également le ministre italien des Affaires étrangères. J'y ajoute le secrétaire général de l'ASICA. L'ASICA, c'est une organisation régionale d'Asie, où le Maroc a demandé d'ailleurs un statut d'observateur. J'y ajoute encore lundi dernier une réunion avec les représentants qu'on appelle du groupe du fleuve du Mano. Le Maroc est partie prenante. Une feuille de route a été signée. Ce groupe de Mano, il a été constitué en 1973. Le Maroc y participe activement. Il comprend la Côte d'Ivoire, la Guinée, Libéria et Sierra Leone. J'ajoute encore, pour finir, si vous le permettez, une réunion importante à New York, présidée par qui?
par le secrétaire d'État américain, donc Anthony Blinken, sur quoi? Sur l'initiative marocaine pour ce qui est de l'Atlantique. Donc vous voyez qu'il y a une grosse mobilisation. Alors maintenant, je reviens enfin à votre question sur Douma. Bien sûr, c'est important. C'est important. Ça a été fait donc dans le cadre de la concrétisation du travail diplomatique qui est fait par le Maroc. J'ajoute que il y a eu une rencontre précisément donc entre notre ministre des Affaires étrangères, Nassal Bourita, et le ministre danois des Affaires étrangères, M. Rasmussen. Le Danemark soutient le plan marocain et considère, je cite, que c'est une contribution sérieuse et crédible au processus onusien. J'ajoute aussi, c'est dans la citation, une bonne base pour une solution convenue entre les parties, et il apporte son soutien à sa femme de Mistura, le mystère personnel. Voilà quelque chose d'important. C'est parce qu'en plus, c'est un pays nordique. On a eu la Finlande le 6 août dernier. Vous vous souvenez, ça fait plus d'un mois et demi. Voilà, maintenant, on avait formulé l'hypothèse sur ce même plateau, je crois m'en souvenir, que ça allait continuer à irradier les pays nordiques. C'est le cas aujourd'hui avec le Danemark. Et c'est la traduction de quoi? C'est la traduction d'une dynamique, d'une capitalisation. Et c'est de nature à conforter la position marocaine si besoin était, et la consolider à 1 ou 2 semaines de la réunion du Conseil de sécurité sur la question nationale. Nous enchaînons, professeur, notre round-up par un autre fait saillant sur le plan social, cette fois-ci avec le lancement sur hautes instructions royales des travaux de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations. Comment cette restauration sera-t-elle mise sur pied sur le terrain? D'abord, la réactivité. Qui a décidé l'allocation d'un budget de 2,5 milliards de dirhams? C'est le souverain. Donc c'est important de le relever. C'est pas le gouvernement qui aurait décidé. Donc il y a là une réactivité extrêmement importante qu'on a vu d'ailleurs. Voici presque un an, il y a plus d'un an d'ailleurs, lors du séisme d'El Haouz, vous vous souvenez, c'était le 8 septembre 2023, où dans les jours qui avaient suivi, le souverain a pris les mesures appropriées. Alors ça concerne quoi? Ça concerne 12 provinces. Évidemment, les dégâts ne sont pas de la nature, mais c'est un plan régional. Ça couvre quoi? Ça couvre une politique de réhabilitation des zones sinistrées, soutien et accompagnement des sinistrés aussi, une reconstruction, une réhabilitation des édifices et des habitations, routes, télécoms, électricité, eau potable, etc. Sans oublier le soutien aux activités agricoles, parce que c'est une zone agricole d'élevage et il faut reconstituer le septel. Donc nous sommes maintenant armés, nous avons un dispositif qui permet, dans des situations pareilles, de se déclencher pour peu qu'il y ait une décision politique dans ce sens, et c'est le cas. Professeur Moustapha Sahimi, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Place maintenant à notre tour de l'actualité internationale au Liban. Israël poursuit ses frappes contre le Hezbollah. Des bombardements qui ont coûté la vie à 14 secouristes ces 2 derniers jours. C'est ce qu'a annoncé le ministère libanais de la Santé, dénonçant, je cite, avec la plus grande fermeté, les attaques répétées de l'ennemi israélien. En Europe, les hostilités russo-ukrainiennes se poursuivent. De part et d'autre, continuons d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles aux 2 belligérants. Au moins 13 personnes ont été blessées aujourd'hui dans une série de bombardements russes sur Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine. La capitale régionale a été pilonnée par plusieurs frappes aériennes massives à l'aube, d'après le récit des secours ukrainiens. En Asie du Sud, l'arrivée de pluies violentes a occasionné la mort d'au moins 148 personnes. 59 autres sont portées disparues au Népal à la suite d'inondations et de glissements de terrain. Les dégâts et pertes en vie humaine ne cessent de s'alourdir, notamment dans la capitale Katmandou, dont des quartiers entiers sont inondés depuis vendredi par des crues soudaines.
Un phénomène dont l'intensité se serait accrue par le réchauffement climatique, alertent les experts. Elle représente la première cause de mortalité au Maroc. La prévalence des maladies cardiovasculaires a de quoi inquiéter. En ce 29 septembre qui marque la journée mondiale du cœur, focus sur la prévention de ces maladies reconnues comme véritables épidémies. Pourtant, elles peuvent être en grande partie évitables. C'est un reportage de Hassan Mandour sur un commentaire de Zakaria Moukhinbillah. Cette patiente souffre d'hypertension artérielle. Chez son cardiologue, elle vient régulièrement consulter pour s'assurer de son état de santé. L'hypertension artérielle étant la première cause des maladies cardiovasculaires, cette patiente veut ainsi éviter toute complication. Quand j'ai des accès d'hypertension, je souffre de vertige et je transpire. Quand je prends mon traitement, mon état s'améliore. Le médecin me conseille aussi d'adopter un régime alimentaire avec moins de sel et de lipides. L'augmentation du taux de cholestérol dans le sang est un autre facteur de risque des maladies cardiaques. Cette affection peut causer l'obstruction des vaisseaux sanguins ou athérosclérose. C'est l'une des causes principales des crises cardiaques, de l'angine de poitrine et des AVC. Pour prévenir ces risques, il est recommandé de suivre les indications du médecin et d'éviter de mauvaises habitudes. Parmi les facteurs de prévention, il y a l'alimentation saine, en favorisant les fruits et légumes, en diminuant la quantité de sel dans les préparations et en évitant les fast-foods et les aliments trop sucrés. Il faut aussi pratiquer du sport, au moins une demi-heure de marche par jour. Au Maroc, près de 6 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle, première cause des maladies cardiovasculaires. La prévention et la prise en charge précoce constituent le meilleur moyen d'éviter 80% des affections cardiaques, des maladies qui peuvent être difficiles à traiter et potentiellement fatales. Le 7e art en fête à Marrakech, la cité ocre capte toutes les lumières en accueillant son festival du court-métrage. Une 4e édition riche en temps fort avec comme invité d'honneur le Qatar. Et une belle sélection de courts-métrages nationaux et internationaux passés au crible par des jurés éminents. Zakaria Moukhinbillah. La cité ocre déroule le tapis rouge au court-métrage d'ici et d'ailleurs. Pour le Short Film Festival, une sélection variée de productions nationales et internationales met en lumière les talents émergents du Maroc et d'autres horizons. L'idée est de favoriser les échanges des expériences cinématographiques à travers le court-métrage. Cette édition se distingue par sa programmation riche qui réserve une place de choix aux générations montantes dans le domaine du cinéma. Il y a aussi le fait qu'elle se déroule dans des lieux symboliques et emblématiques de la cité ocre, tels que le palais El Bedieh. Le Qatar est l'invité d'honneur de la 4e édition. Le festival décernera plusieurs prix, dont le prix du meilleur film marocain, un autre prix pour le meilleur film international, ainsi que les prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Des initiatives, Ce genre d'initiatives et de manifestations contribuent à la promotion de cet art. Cette édition du Short Film Festival met en avant des films sélectionnés qui se distinguent par la qualité et la diversité. L'importance de ce festival réside dans le fait qu'il permet aux jeunes réalisateurs d'exprimer leurs talents. La diversité des courts-métrages programmés favorise l'exploration de nouvelles expériences enrichissantes. Cette édition promet une semaine de découvertes cinématographiques inspirantes, des rencontres enrichissantes et une grande célébration de la diversité culturelle à travers le court-métrage. Petite escapade à présent dans les jardins de la maison de retraite du Souissi à Rabat où prend place un marché éphémère. Le marché d'automne des artisans et des créateurs. Chacun son style, chacun son histoire. Les exposants donnent à voir le meilleur de leur création pour le plus grand plaisir des visiteurs. Derrière cette initiative, l'association des Français du monde et des Français établis à Rabat. Reportage Yassine Maazim et Karakchou. Le récit est de Maria Ouad. C'est dans cet écrin de verdure, au milieu des arbres centenaires, transformés pour l'occasion en étendoirs, qu'une petite dizaine d'artisans donnent à voir leur création artistique. Des vases et des jarres en poterie, des vêtements aux consonances africaines, des sacs à main en crochet, mais aussi quelques délices gourmands aux secrets bien gardés. Je présente des articles à base de matières premières africaines. C'est l'Afrique avec le grand A. Bon, je peux vous montrer.
Donc voilà, j'ai des nœuds papillons, des ceintures. Dans mes produits, je mets toujours une petite touche marocaine. Donc c'est soit de l'argent, comme vous pouvez le voir, soit des pierres naturelles. Et tout ceci pour rappeler tout ce qui est patrimoine marocain. Des marchés éphémères comme celui-ci permettent également aux jeunes artisans de se faire connaître et de vendre leurs produits directement sans intermédiaire. Promouvoir le patrimoine marocain, c'est aussi mettre en valeur ces petites mains qui font du Maroc un pays de transmission et de valeurs. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir montrer aux gens de passage mes broderies. C'est d'ailleurs de ma défunte mère que j'ai appris les secrets de la confection traditionnelle. Et c'est surtout grâce à ce genre de marché que je peux subvenir à mes besoins. Mettre un peu de baume au cœur de cette maison de retraite, telle est aussi la vocation de ce marché d'automne. L'événement contribue à faire de cette promenade dominicale un espace de rencontre intergénérationnelle. Tout le monde s'occupe de moi, tout le monde est bien, ça s'est bien passé. Une de nos adhérentes a eu l'idée d'organiser ce marché des créateurs pour faire d'une part connaître la création de tous ces exposants et de faire connaître cette maison de retraite qui est très peu connue et qui a un si beau jardin, comme vous pouvez le voir, magnifique, qui se prête beaucoup à ce genre d'exposition et à ce genre de déambulation tranquille. Fêter le solstice d'automne ensemble, au milieu de ces hommes et de ces femmes qui, de leurs mains d'orfèvre, posent leur empreinte sur le monde. C'est aussi fêter l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus beau. Du sport, ils n'ont pas démérité et signent l'épilogue d'un parcours mémorable en Ouzbékistan. Les Lions de l'Atlas quittent la Coupe du Monde de futsal par la grande porte. Après avoir tenu tête à des sélections aguerries, les hommes de Hicham Dgig ont été éliminés en quart de finale en s'inclinant cet après-midi face au Brésil, 1-3. La réalisation du Maroc a été l'œuvre de Othman Boumzou à la 35e minute. Sport toujours avec cet exploit plutôt inédit de la Nouvelle-Zélande qui bat le record du monde du plus grand haka de masse. Au total, 6531 personnes se sont rassemblées à Auckland pour exécuter la légendaire danse guerrière maori après un match de rugby. Un record qui était détenu depuis 10 ans par la France. Et puis avant de vous quitter, sachez qu'à partir de lundi prochain, la chaîne Al Oula fait sa rentrée télévisée avec quelques changements dans les horaires de diffusion des journaux. Ad-Dahira maintient son horaire de diffusion à 13h. Les journaux à la Mazir en espagnol commenceront à 14h. Même heure, c'est-à-dire 18h30 pour notre journal en français. Puis l'édition Raïssia en arabe débutera à 20h30 au lieu de 21h. Dernière édition d'information, ce sera à partir de 23h30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.